Vous êtes bien dans LCI et vous, l'affaire Fillon, il l'a dit hier sur TF1, le candidat de la droite et du centre. Il savait que la vie politique pouvait être rude, mais sans doute pas à ce point-là. Il est venu s'expliquer de ces soupçons qui, sans aucun doute, vont pourrir sa campagne. Soupçons d'abus de biens sociaux et de détournement de fonds publics. On va donc analyser son intervention avec mes invités. Et puis, on va tâcher également de voir comment cette affaire peut changer ou non le cours de la campagne présidentielle. Bonjour Olivier Roucan. Bonjour. Merci d'être venu nous voir. Vous êtes politologue, expert, consultant, enseignant-chercheur en sciences politiques. Manon Laporte est là également. Bonjour. Bonjour à vous, avocate fiscaliste. Vous êtes conseillère régionale d'Île-de-France et candidate aux législatives Les Républicains. À vos côtés, Yvan Rioufol. Bonjour. Bonjour, éditorialiste au Figaro. Votre dernier livre, La guerre civile qui vient, est paru aux éditions Pierre-Guillaume de Roux. Et puis Jean-Luc Manot, bonjour à vous. Bonjour. Journaliste et conseiller en communication. Donc, on va commencer donc par vous faire réécouter. Le moment, c'est le tout début de l'interview de François Fillon face à Gilles Boulot. On en parle ensuite. Je voudrais vous dire que je ne trouve pas de mots pour dire mon dégoût devant le caractère abject de cette accusation. Je fais de la politique depuis plus de 30 ans, j'en connais les règles, j'ai le cuir épais. Je savais qu'en me présentant à l'élection présidentielle, j'allais affronter toutes les calomnies. Mais pas celle-là. Pas celle qui consiste à attaquer ma femme pour m'atteindre. Voilà. Mon épouse est remarquable, elle est exceptionnelle. Vous n'imaginez pas à quel point elle souffre qu'on puisse penser qu'elle n'a pas respecté les règles. Alors je le dis ce soir, je la défendrai. Je l'aime, je la protégerai, et je dis à tous ceux qui voudront s'en prendre à elle qu'ils me trouveront en face. Alors, il est clairement sur le registre de l'émotion. On va parler de la forme dans une seconde. D'abord, Yvan Rioufol, sur le fond de ce qu'il dit, est-ce que vous le trouvez convaincant ? Oui, je le trouve convaincant, mais en même temps, avec une petite erreur d'analyse qu'il fait sciemment, c'est-à-dire que la campagne n'est pas dirigée contre Pénélope Fillon, elle est dirigée contre lui-même, naturellement. Cela va de soi. Et donc, il joue sur ce registre de l'émotion avec une voix qui tremble et avec un aveu d'amour, etc. Donc, qui naturellement a parlé, me semble-t-il, à ceux qui ont regardé. C'était assez bien fait, mais en même temps, il ne doit pas s'exonérer de répondre malgré tout sur le fond, même si je comprends parfaitement son attitude, qui est de dire qu'il est face à un tribunal médiatique et qu'il l'accuse avec des procureurs. Mais malheureusement, la communication est telle aujourd'hui qu'il doit apporter tout de suite les preuves de sa bonne foi. Je ne doute pas de sa bonne foi, personne ne peut douter de sa bonne foi, bien entendu, pour l'instant. Je m'aperçois qu'il est déjà condamné par beaucoup, oui. Et que la présomption d'innocence ici comme ailleurs est naturellement bafouée. Je pense que... Moi, je ne crois pas à cette affaire, pour être clair. Je la vois cousue de fil blanc, je vois qu'il n'y a rien d'illégal, en tout cas pour l'instant, qu'il n'y a pas d'enrichissement sans cause. Mais je trouve que sa communication est assez juste pour l'instant, mais en même temps, il ne peut pas s'exonérer tout de même de balayer si vite la gravité des accusations, même si elles sont effectivement outrageantes pour lui, et il doit produire les pièces très rapidement, pas seulement devant la justice, parce que la justice est lente, le temps judiciaire n'est pas le temps médiatique, on répète ça souvent, et c'est vrai, et il faut que très vite, il tue cette rumeur, qui effectivement peut être une rumeur mortelle pour lui et sa candidature. Ça peut être mortel pour sa candidature, Manon Laporte ? François Fillon est un homme parfaitement intègre, et je pense qu'effectivement, on se sert toujours des femmes pour atteindre les hommes politiques, comme c'est souvent le cas. Et il dit la vérité. C'est quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, ainsi que sa femme. Sa femme a toujours travaillé avec lui. Aucun souci, et la campagne va se dérouler comme prévu. Alors, ça, c'est un autre sujet. Est-ce que la campagne va se dérouler comme prévu ? Jean-Luc Manot, sur la forme de ce qui s'est passé hier, donc vous êtes expert en communication déjà, est-ce que vous lui auriez conseillé d'aller faire un 20h ? Oui, il fallait parler hier, bien sûr. Il fallait parler. L'intervention d'hier, elle a d'abord un mérite, c'est qu'elle met un terme à 2 journées de communication absolument calamiteuses de la part de l'équipe de campagne. Alors, puisque vous en parlez, on va regarder peut-être les images. Il se dit absolument n'importe quoi pendant 48 heures. Quand il arrive à Bordeaux, c'était mercredi, me semble-t-il, je ne sais pas si on a l'image, il arrive à Bordeaux. Il ne sait pas trop s'il doit parler ou pas parler. Voilà, c'est cette image-là. Ses conseillers lui disent « Écoute, il faut que tu dises quelque chose ». Il arrive devant la caméra et il dit ce qui a tourné sur toutes les télés en boucle, évidemment. « Je suis scandalisé et j'irai pas plus loin ». Donc voilà, donc, pour reprendre à ce que vous disiez... Oui, non, mais on ne va pas refaire le film, mais c'est d'abord l'accusation d'un papier misogyne, mise en cause du Canard enchaîné. Après, voilà des gens qui arrivent. Il y a la moitié qui dit « On ne l'a jamais vu ». Il parle de Fillon, on ne l'a jamais vu. D'autres qui disent
mais si, beaucoup on l'a vu. Enfin, il y a 2 jours qui sont 2 jours gaguesques de communication. Ils le disent eux-mêmes, d'ailleurs, l'équipe de Fillon dit on ne maîtrise pas, etc. Hier, C'est pas la première fois. C'est pas la première fois, et c'est sans doute pas la dernière. L'équipe de campagne est débordée, c'est pas ce que je veux dire. Là, hier soir, il siffle la fin de la récréation, il donne une ligne et il dit sa vérité. Deuxièmement, c'est plutôt très bien fait. Oui. Plutôt très bien fait. Et c'est bien fait parce que c'est surprenant. Parce que ce moment un peu, allez, je vais faire ironique, mais un peu télé-réalité, déclaration d'amour en direct à 20h pour sa femme, c'est pas fréquent et c'est pas attendu de la part de François Fillon. C'est pas le personnage. Oui. Et donc, on sent qu'il y a de l'émotion, quelque chose. Donc, c'est plutôt bien fait. Est-ce que c'est suffisant ? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas, car il ne suffit pas en politique d'exprimer de la foi. Madame nous dit, il dit la vérité, je le sais. Bon, très bien, d'accord, mais enfin, il y a là une procédure de justice qui a été ouverte. Il ne suffit pas de dire je le sais. On peut en avoir la conviction, naturellement. Il faut donner un certain nombre de papiers, un certain nombre de preuves. Il faut qu'il s'explique. Pour le moment, il ne l'a pas fait. Hier, il a apporté des non, mais pour le moment, il a dit à la nous télévision qu'il ne souhaitait pas sommes faire dans cette une instruction. démocratie et la présomption d'innocence, heureusement, non, mais naturellement, doit s'appliquer. non, mais on est d'accord là-dessus. Et même la mise en Ce que je veux dire, examen, c'est la que- présomption d'innocence c'est que- s'applique. Oui, mais il a envoyé son avocat donner un certain nombre de documents. Oui, mais c'est la preuve de la transparence. Aujourd'hui, très bien, Attendez, mais madame. absolument, c'est ce qu'il Non, fallait il faire. l'aurait pas fait. Hier, on ne peut pas dire que dans cette émission, c'est la limite de l'émission que nous ayons eu, c'est ce que disait Yvan tout à l'heure, des documents, des éléments probants qui nous montrent qu'il serait victime d'une cabale absolue et qu'il aurait tout cas, absolument raison. sur la Je forme, termine sur oui. une dernière chose. Il y a quelque chose de très étrange. Nous sommes maintenant à 72 heures de la mise en accusation de Madame Fillon et on n'a pas entendu Madame Fillon. Et je trouve qu'il y a un côté quand même un peu défense à l'ancienne de voir le mari venir défendre sa femme sauf sans que sa qu'Olivier- femme parle. Et en même temps, c'est... Sauf qu'Yvan Rioufol dit, en fait, c'est pas elle qui a attaqué, c'est Mais lui. d'accord, Oui, c'est mais lui. Je Il n'a pas comprends à bien se que ce n'est défendre. pas elle qui est attaquée. Ben, Et on honnêtement, comprend bien non, qu'elle mais- peut avoir de la réticence et avoir à s'expliquer sur quelque chose qui Mais, semble normal. Yvan, a priori, Elle vous n'est savez pas, bien- elle n'est pas encore sur le banc des accusés. Ne la mettez pas Non, si mais- vite sur le banc des Je ne accusés. l'ai pas mis sur la bande des accusés. Si, vous lui si, dites, elle vous n'a pas à suggérez, s'expliquer. qu'elle ait à s'expliquer. Je ne n'a pense pas pas à qu'elle ait à s'expliquer. s'expliquer Ah bon pour l'instant. Non, je pense que c'est à Alors son moi, je mari. prends le pari que dans les 72 heures, Madame Fillon viendra parler Pari parce tenu. que au 20e, Pari tenu, moi, je pense que- parce qu'en 2015, on ne peut pas considérer que quand quelqu'un est accusé, à tort peut-être, 2017, mais quand elle est différent de accusée, elle ne va 2017. pas en 2017, j'ai dit 2015, en 2017 a fortiori, on ne parle pas et on laisse son mari s'exprimer à sa place. Olivier Roucan. Oui, Dites-moi ce que vous en pensez. Écoutez, moi, ce que je pense, c'est que le registre de l'émotion dans ce cas de figure, c'est pas une nouveauté non plus. Il faut se rappeler donc de Jacques Chirac, il faut se rappeler d'un certain nombre Nicolas de Sarkozy. problèmes. Nicolas Sarkozy. Donc, en appeler à l'émotion, c'est faire diversion, parce que nous sommes en démocratie et on parle donc de choses rationnelles. On parle d'abord d'un respect ou non de la loi, et ensuite on parle d'une autre question plus éthique, qui n'est pas uniquement juridique, qui est comment on recrute des collaborateurs parlementaires. Oui, ceux parce qui qu'on y sont à reviendra, faire. mais c'est le montant qui choque beaucoup aussi. Et hein. puis le montant par rapport à une moyenne, par exemple, un collaborateur parlementaire, ça touche autour de 2000, mais certainement pas entre 5 et 8. Alors ensuite, François Fillon nous explique, oui, mais un parlementaire, il touche de l'argent public, il en fait ce qu'il veut. C'est vrai. C'est vrai, mais C'est vrai. vous pensez qu'aujourd'hui, ce genre d'argument peut porter et peut être bien reçu par une population. Ah, ça, c'est un autre problème. Et donc c'est un juridiquement, autre problème. c'est vrai. Non, mais Voilà. on parlait de la pertinence des arguments avancés hier. Il y a quand même quelques faiblesses dans ce qui a été dit hier, au-delà du registre de l'émotion. Vous avez dit également, une diversion beauté en touche, parce qu'on n'a pas eu d'éléments de preuve hier véritablement. Il nous dit ma femme travaillait très bien, mais on a toutes déjà sur les réseaux sociaux et dans la presse une série d'arguments qui posent des questions à cet égard. Il n'a pas été pertinent hier dans sa réponse sur ce thème. Alors peut-être que ça fait partie d'une communication qui sera égrenée et que des éléments vont suivre, mais hier c'était le moment lourd, l'acte lourd de communication, et on a eu donc la phase émotion. Mais sur le plan de l'argumentation rationnelle, c'était un peu court. Or, il va falloir que ça se développe, parce que sans quoi D'ailleurs, pour finir les sur la... citoyens vont rester sur leur Pour faim. finir juste sur la com, Jean-Luc Manot, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais simplement, dans ces cas-là, ça se passe comment? On fait une réunion de crise et puis quoi? On met en place un plan de bataille, quoi? Oui, bien sûr, il y a eu... C'est-à-dire que la difficulté, c'est qu'à un moment donné, tout le monde est dans des endroits différents. Lui, il était à Bordeaux, etc. Donc il faut trouver le moment où on se parle.
le grand organisateur de tout ça, c'est M. Stefanini, qui est en fait le patron réel de la campagne et qui, à un moment donné, donne des éléments qui sont des éléments de langage que les uns et les autres vont essayer de développer. De ce point de vue, ça va beaucoup mieux depuis hier soir que ce n'était dans les 2 jours qu'on précédait. Allez, on continue à parler de tout cela juste après l'essentiel de l'info. On s'interrompt quelques minutes. Manon Laporte, je vous donnerai la parole, bien entendu. On va parler aussi de l'histoire de ces 2 enfants avocats auxquels il a fait appel. A tout de suite. L'opération déminage de François Fillon, on continue d'en parler, opération déminage notamment sur le sujet de ses enfants. Alors Jean-Luc Manot, il nous dit hier, il prévient les Français, il dit d'ailleurs, j'ai même employé 2 de mes enfants, ces 2 aînés qui sont avocats, lorsque j'étais sénateur, je les ai rémunérés pour des services qu'ils m'ont rendus. C'est du déminage, clairement. Oui. C'est naïf de croire que ça suffira ? Non, mais qu'est-ce qu'on craint dans une situation dite de crise de cette nature avec la révélation d'un journal ? Qu'est-ce qu'on craint ? On craint le feuilletonnage. C'est le pire qu'il peut y avoir dans une stratégie de communication, c'est faire que chaque semaine, il y ait des éléments nouveaux de mise en cause politique sur le terrain des affaires. Donc, il essaye de conjurer ça. Il sait qu'il va y avoir quelque chose sur le fait que tout va être ausculté. D'ailleurs, il aurait dû le comprendre avant, quand on est candidat à la présidence de la République. Tout est ausculté. Bon, il sait que ça va être ausculté et que ça peut lui être reproché, donc il le démine. Il a raison. Techniquement, il a raison de le faire. Est-ce que c'est naïf de penser que ça peut suffire ? Je ne sais pas, moi, quelle est la nature réelle des prestations qui ont été faites. Vous savez, le problème, c'est que tout peut suffire et rien ne suffit en réalité. Je m'explique. On peut arrêter les hémorragies, mais quand le mal est fait, quand l'image est atteinte, l'image est atteinte. Et je crains qu'il y ait là, dans des degrés que je ne peux pas mesurer, qu'on ne peut pas mesurer pour le moment, une atteinte d'image. Oui, Manon Laporte, c'est ça la catastrophe, je en fait. ajouter 2 choses. D'abord, il y a sur 100 parlementaires, il y en a une 50aine qui emploient leur épouse et aussi une 50aine qui emploient leurs enfants. Donc, ce n'est pas propre à François Fillon. Deuxième chose, il ne faut pas oublier la présomption d'innocence. C'est quand même, jusque-là, on est dans une démocratie, c'est au parquet de rapporter la preuve de la fictivité des emplois. Donc, c'est pas à François Fillon d'apporter qu'il est innocent, c'est l'inverse. Il faut apporter la culpabilité. Et ça, je trouve qu'on a tendance à l'oublier, et c'est quand même très fâcheux, parce que ça remet en cause tout notre système juridique. Et là, je vous parle en ma qualité d'avocat. Oui, vous avez raison, mais en même temps, juridiquement, vous avez totalement raison, mais en même temps, vous êtes là dans un temps, dans une pression médiatique telle qu'elle étouffe d'ailleurs tous les autres débats. On aurait pu parler, par exemple, cette semaine, de la hausse du chômage, on aurait pu parler de l'affaire Macron, on aurait pu parler de la gestion de Ségolène Royal, on aurait pu parler des bidouillages du Parti socialiste sur les élections. On n'a parlé de rien d'autre que de ceci. Et il y a quand même aussi cet objectif qui est de focaliser sur un sujet unique, sans preuve, avec des accusations qui sont portées par des procureurs autodésignés. Donc c'est fait pour. Donc il ne faut pas négliger le fait que l'opinion n'est pas sotte. Elle se rend bien compte qu'il y a là quand même une opération politique qui est menée par des médias qui eux-mêmes ne sont pas des sujets de vertu. Enfin, les médias sont dans leur rôle pour le coup. Ce que je veux dire par là, c'est que si la classe politique est attaquée par l'opinion qui ne a plus confiance en elle, la classe médiatique connaît cette même défiance. Et donc, il faut toujours avoir en tête, sur la portée de tels messages, que l'opinion sait déchiffrer qui porte l'accusation. Naturellement, les médias sont dans leur rôle. Simplement, les médias sont également dévalorisés. Donc, le vecteur me semble être dévalorisé. Les médias sont beaucoup assez prudents sur le fait que... En revanche, cela pose quand même la question... Mais je termine. Attendez, laissez terminer Jean-Louis Ouffoy, je vous donne la parole. Ça pose malgré tout la question de savoir s'il est bien sain, en effet, que ce népotisme soit autorisé dans les pratiques parlementaires. Il faut quand même, à un moment donné, se poser la question si une loi ne serait pas là plus utile plutôt que de voir ce népotisme-là dans les pratiques parlementaires, mais également les connivences entre les médias et les hommes politiques ou d'autres pratiques qui n'apparaissent pas dans d'autres pays démocratiques. Ou même, d'ailleurs, de voir qu'une ancienne femme présidente de la République, Ségolène Royal, a sa place au gouvernement. Peut-être qu'il y a là aussi, dans ses relations personnelles, dans le fond, des réflexions à porter qui se disent que on peut peut-être imaginer de couper des liens quand ces liens ont été ou sont encore très forts, des liens familiaux très forts. Ce qui est sûr, c'est que ça participe du tous pourri. Olivier Rocan, là-dessus. Je pense qu'il y a plusieurs points. À chaque fois, on a des choses qui se répètent. On a d'abord le bouc émissaire. Le bouc émissaire qui en appelle finalement à un effet de compassion. Et c'est
fait pour remobiliser l'électorat. Deuxième point, on partage finalement le fardeau du soupçon. C'est-à-dire que, comme vous l'avez rappelé, et vous n'êtes pas la seule à le faire dans le camp Fillon à l'heure actuelle, on rappelle que finalement c'est une pratique assez partagée. Et là, on nous dit, bon, il faudrait peut-être s'interroger sur, y compris Ségolène Royal, ou enfin des membres de la famille ou anciens qui font de la politique. Bon, là, donc, finalement, ça crée des bulles, des sortes d'amalgames qui conduisent au troisième temps. Ce que François Fillon a dit hier, il a dit, la démocratie, il a même prononcé le terme pourri, en accolant les deux. Ça prouverait que notre démocratie est pourrie. Ce qui est fort. Inouï. Et donc, moi, je préfère penser ou rappeler que il y a quand même quelque chose d'étonnant dans cette séquence, c'est le manque d'anticipation de la part de l'équipe de ce candidat par rapport à ce type de situations qui peuvent se présenter, j'allais presque dire, pour tous les prétendants. Parce que l'improvisation que vous avez rappelée, elle est surprenante quand même dans la riposte. Et là, j'en viens à un quatrième point. Il y a aussi, dans chaque cas précédent, c'est la riposte. On parle d'une stratégie offensive de défense, ce qui est un peu contradictoire. Donc François Fillon va chercher à la faille dans ce qui lui arrive et il va essayer de démontrer que tout cela est orchestré, organisé. Bref, on arrive sur le registre presque, j'allais dire, du complot et on entend déjà des choses qui... Que ce soit orchestré et organisé, voilà. cela semble vraisemblable, malgré tout. Mais on ne peut pas dire poser la question. C'est un argument. C'est tellement récurrent. Est-ce que c'est un argument qui, du coup, efface tout? Non, c'est un argument. Est-ce que c'est un argument pour moi, c'est un argument. Est-ce que c'est orchestré? Est-ce qu'il y a des gens? Est-ce que dans les affaires, en général, il y a des gens méchants qui fournissent des éléments à charge contre des gens qui n'aiment pas? La réponse est oui. Alors, c'est une affaire qui date mais écoutez, il y a de mon point de vue, madame. Il y a de mon point de vue pas moins de légitimité à ce que le Canard enchaîné enquête sur François Fillon que Mediapart dénonce un ministre socialiste de l'économie sur le blanchiment d'argent. Sauf que le fait était avéré. Et des comptes à l'étranger. Ces enquêtes sont légitimes. Il faudra s'habituer les uns et les autres que la presse fasse son travail. Manon Laporte, là-dessus, moi, je trouve que la mise en cause de la presse est inacceptable. Nous savons qu'elle est inacceptable. On peut la critiquer. Elle entretient une présomption de culpabilité qui n'a pas lieu en démocratie. Vous dites pourquoi est-ce que ça sort maintenant? François Fillon lui-même dit attendez, les élections présidentielles dans 2 mois, pourquoi est-ce que ça sort maintenant? On a ressorti un petit tweet qu'on a retrouvé de Madame Dati, qui date de 2014, qu'on va regarder puisqu'on vous l'a sorti, où elle demande que François Fillon, je cite, soit transparent, l'habit ne fait pas le moine, que François Fillon soit transparent sur ses frais, ses collaborateurs et forces républicaines. Alors, on lui fait dire ce qu'on en veut à ce tweet. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, il date de 2014. Donc, pour le coup, on ne peut pas dire que ça sort spécifiquement aujourd'hui. Et je pense qu'il faut déjà qu'elle balaie sur son paillasson. Non, mais c'est pas pour remettre en cause et savoir d'où ça vient, etc. Mais c'est simplement pour dire en 2014, il y avait déjà... Ça tournait, quoi. Ça tournait. Oui, enfin, il faut dire que ces accusations personnelles sur des choses, facile, sur des turpitudes supposées, la personne en question, Rachida Dati, en a fait sur beaucoup de monde. Elle a mis en cause Hortefeux, elle a mis en cause beaucoup de gens avec à peu près. Et donc, c'est excessif, j'ai presque envie de dire. Rachida Dati et excès, c'est une sorte de pléonasme. Oui. Et donc, en réalité, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. En revanche, si des gens doivent réfléchir à d'où viennent ces révélations, qui amorcent les révélations, ça peut être une piste intéressante. Oui. Je ne sais pas si c'est la bonne, mais ça peut être une piste intéressante. Oui, mais c'est justement c'est en cela que cela affaiblit tout de même les accusations sans preuve qui sont portées contre Fillon, car on voit bien que ce sont des opérations de déstabilisation qui sont portés par des ressentiments. Je ne sais pas lesquels, est-ce Rachida Dati ou quelqu'un d'autre, ou ça vient peut-être aussi de l'opposition. Enfin, ça vient, en tout cas, ça a intérêt à tous ceux qui voudraient que sa candidature s'effondre. C'est quand même une candidature qui dérange. C'est un homme politique qui pose dans le débat politique des questions nouvelles, avec une attitude de rupture en économie, sur le plan sociétal, etc. Et il est quand même curieux de voir qu'on ne veut pas l'entendre là-dessus. C'est quand même une sorte de mécanisme d'occultation d'idées qui sont quand même des idées dérangeantes. Et donc, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'opinion entend cela, voilà, et que l'opinion entend également que cela peut être porté
D'abord par des intérêts très particuliers et surtout par une sorte d'euphorie médiatique que l'on voit apparaître ces derniers jours où déjà tous les médias se disent que Fillon ne va pas pouvoir aller jusqu'au bout de sa candidature et qu'il devra être remplacé. Je trouve que les journalistes vont bien vite en besogne et qu'ils devraient quand même avoir un minimum... Mais c'est Alain Juppé, lui, qui dit non, moi... Oui, naturellement, on lui pose la question. Mais je trouve que les journalistes devraient cacher tout de même leur joie, avoir un homme qui représente les Républicains, un homme de droite, être dans une difficulté telle. Moi, je ne pense pas qu'il soit dans une telle difficulté. Encore une fois, je pense que ces accusations sont des accusations qui sont pour l'instant des accusations unilatérales, sans preuve, sans fondement, qui sont motivées par des ressentiments et que ceci risque d'apparaître et apparaît déjà de mon point de vue. Le terme est intéressant d'accusation. En fait, ce sont des interrogations. Des interrogations sur le fait de savoir si l'impétrance a travaillé ou pas et des interrogations plus globales, de savoir si, est-ce que tout ça, en termes de rémunération, est conforme à l'usage. Parce que là, il n'y a pas de loi. Mais il y a des usages quand même. Et de ce point de vue, ça va être assez dévastateur quand même, parce qu'on revient presque à des rapports de classe, là. Ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on nous explique quand même que François Fillon, finalement, il a vieilli d'un coup, là, parce que c'est la vieille politique qui revient. Or, on sait qu'il y a une attente très forte de la part des citoyens d'un renouvellement, de nouvelles pratiques. Et ce qui était sur le mode, un problème se pose et on fait diversion en disant oui, mais l'information vient, c'est pas anodin, il y a des intérêts, évidemment. De toute façon, la vie politique est une agrégation d'intérêts, donc évidemment. Mais sur le fond, la question posée ici, c'est et ce qui est dévastateur pour l'image, c'est qu'il y a aussi ce choix de François Fillon. Il a lui-même axé sa campagne, une grande partie de sa campagne, sur la volonté de régénérer les choses à partir de l'honnêteté, de la rigueur. Alors écoutez, on vous a fait un petit florilège. Alors écoutez, on va écouter justement. On a refait, pardonnez-moi. On a sorti justement un certain nombre d'interventions de François Fillon durant la campagne, alors soit sur les plateaux télé, soit dans ses meetings. Donc on va écouter et puis on va revenir là-dessus, parce qu'effectivement, il y a aussi ce problème d'image, du coup, d'être le candidat de la probité. On écoute. Qui ne respecte pas les lois de la République ne devrait pas pouvoir se présenter devant les électeurs. Il ne sert à rien de parler d'autorité quand on n'est pas soi-même irréprochable. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen? On ne peut pas diriger la France si on n'est pas irréprochable. C'est pourtant une évidence. C'est une évidence. Ça veut dire que les ministres, le président de la République a fortiori, ne doivent pas être mis en examen. Si j'étais président de la République, je ferais fonctionner les institutions avec un souci prioritaire d'exemplarité et de probité. Si j'étais mis en examen, je considérais que je ne suis pas en mesure d'assurer la direction du pays dans des conditions exemplaires. Donc c'est une question morale. Oui, c'est une question morale, bien sûr. Voilà, donc ça, il l'a répété hier soir. Si j'étais mis en examen, je ne me présenterai pas, ce qui donc un message peut-être aussi adressé au juge. On a dit que le temps judiciaire était quand même beaucoup plus long que le temps médiatique. Mais Olivier Roucan, sur cette histoire, vous étiez en train de parler de ça justement, sur cette image, cette coloration de candidat de la probité. C'est sûr que c'est d'autant plus dévastateur, même si, encore une fois, François Fillon n'est pas jugé, rien n'est jugé et qu'il y a simplement des soupçons. Rappelons le respect de la présomption d'innocence, c'est ce que vous avez dit, en matière judiciaire, est la base. Non, mais c'est la base. Non, mais tout le monde est d'accord pour le dire, maintenant. On analyse, nous, la vie politique, et on sait très bien que dans la démocratie, et depuis assez longtemps maintenant, ces affaires sont ensuite perçues, interprétées par l'opinion, par les citoyens, sur un mode qui n'est pas juridique, ils n'en ont pas pour la plupart les compétences, mais sur le mode de la morale. Et François Fillon, lorsqu'il évoque, il prononce le terme de la morale. Et là, on n'est plus en droit. On est en éthique, en politique. Et alors, les questions se posent aussi. On sait qu'il y a une attente. Un des premiers indicateurs, là, pour quel président souhaitez-vous? Le terme honnêteté revient en premier ou second en fonction des enquêtes. D'ailleurs, il y avait une enquête qui disait qu'il avait été élu là-dessus, sur ce thème-là précisément. Mais oui, ça a compté. Et donc, il y a une attente qui... Et on n'est plus en 2017 sur ces questions, on n'est plus en 97, on n'est même plus en 2007 ou en 2012. C'est-à-dire que, je parlais tout à l'heure de vieille et nouvelle politique, là-dessus, il y a des exigences, tout simplement, qui correspondent aussi aux difficultés que vivent les gens. Ils ne peuvent pas comprendre, ou ils comprendront difficilement, encore une fois, si on oublie toutes les questions même juridiques.
ils comprendront difficilement qu'on paie une collaboratrice parlementaire entre 5 et 8 000 euros. C'est ce qu'on a écrit dans Non, le mais Macron. bien Le sûr, mal est mais fait. je pense que Alors, François attendez, on va Fillon- laisser Dispose Manon Les parlementaires disposent d'une enveloppe de 9 500 euros. Donc après, mais alors là, il faut poser la question, y compris à Claude Barthelone, qui a Joudis, sa femme, à ses côtés. Qu'est-ce qui fait Combien est-elle payée? Oui, non, Qu'est-ce que font les... Non, mais pardon, mais si vous posez la question à François Fillon, vous posez aussi la question à n'importe quel parlementaire qui doit disposer, comme il l'entend, de son enveloppe parlementaire. Donc Sauf on que... ne peut pas revenir là-dessus. Tout à fait. Non, mais tout à Non, fait. mais Ça a il au me moins le mérite semble- de remettre il me semble, cette pour avoir règle-là sur entendu la la table. défense de François Allez-y. Fillon, qu'il a pris la mesure de cette légèreté, parce que je suis d'accord avec vous pour dire quand même qu'il a eu une certaine légèreté avec l'argent. Il se présente comme étant un homme détaché de ces questions matérielles. On voit bien quand même qu'il a un intérêt face à l'argent. Mais si j'ai entendu sa défense, elle est de dire que depuis 2013, à moins que je ne me trompe, depuis 2013, il a cessé ces genres de pratiques qui voulaient faire travailler ses proches, qui encore une fois n'est pas illégal. Et donc, je pense que cette autocritique, il se l'a fait à lui-même. Alors, j'imagine qu'elle est entendue également, mais c'est vrai qu'il faut quand même se poser la question, et là je vais dans votre sens, de ce sentiment d'insouciance qui est commun à tous les hommes politiques, qui quand même, malgré tout, face aux facilités que leur donne la République, ont parfois tendance à se servir plutôt que de servir la République. Je ne sais pas du tout si François Fillon est dans ce cas de figure-là, et encore une fois, je ne pense que non, mais on ne peut pas, pour être tout à fait honnête, il faut quand même se poser ce genre de questions et aller au bout du raisonnement et de dire qu'il faut cesser ces pratiques-là, peut-être même de réduire ces enveloppes. Comme c'est le cas au Parlement européen, puisque c'est interdit. Oui. Alors Jean-Luc Manot, allez-y. C'est pas seulement une question de réduction, c'est pas une question de réduction d'ailleurs, sans doute pas. C'est une question, c'est qu'au nom de la séparation des pouvoirs, l'Assemblée nationale n'est contrôlée que par elle-même, et c'est sans doute un système qui fonctionne mal. Voilà, il faudrait le changer. Il nous reste un autre problème. Alors dites-moi, parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps. Ce qui m'intéressait beaucoup dans ce que disait Yvan tout à l'heure, qui me paraît très intéressant, c'est l'emballement. L'emballement, c'est vrai que moi j'étais stupéfait de voir hier que 48 heures après le déclenchement d'une affaire qui, somme toute, ressemble à beaucoup d'autres qu'on a déjà eu. Elle n'a rien d'exceptionnel. C'est pas l'affaire du siècle non plus. Enfin, si c'est des emplois fictifs, c'est quand même... Mais les emplois fictifs, il y en a eu 100. Il y a eu 30 affaires. À la présidence de la République. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas, il y a pas mort d'homme, quoi. Enfin, non, je suis pas en train. Je suis pas en train de dire que c'est pas important. Je suis en train de dire qu'on en a déjà vu. Et par rapport à il y a 10 ans ou il y a 15 ans, 48 heures après, on pose la question aux candidats, est-ce que vous allez continuer à être candidat, est-ce que vous allez renoncer? Alain Juppé est amené à dire, comptez pas sur moi, si. Est-ce qu'on voit à quel point les choses qui mettaient 15 jours, 3 semaines, un mois avant, ou 2 mois, mettent 2 jours là. Et c'est pour ça que je veux dire une chose, oui, il y a le rythme de la justice, mais dans la société dans laquelle nous vivons, vous ne pouvez pas avoir les 15 jours qui viennent en disant c'est chez le juge et on ne dit rien. Il faudra se réexpliquer là-dessus. C'est pour ça que je pense que Mme Fillon va parler et qu'elle va parler rapidement. Je suis d'accord avec vous. Mais moi, ce que je trouve le plus intéressant pour moi, c'est que cela met en scène tout de même ce vieux monde politique. Vous reprochiez ça à François Fillon, mais reprochez ça également à ce vieux monde politique médiatique, ce vieux monde politique judiciaire qui se ligue à nouveau, parce que l'on voit également cela apparaître, c'est-à-dire cette connivence, enfin en tout cas ce lien entre la politique, les médias, la justice. Sur la justice, pourquoi vous dites ça là? Parce que la justice est immédiatement saisie sur la foi des du Canard enchaîné, qui est immédiatement saisie de cette affaire, alors même qu'on ne l'a pas vu s'en saisir sur les accusations qui avaient été portées contre Ségolène Bataille. Je termine. On ne l'a pas vu la justice s'en saisir sur les accusations portées contre Ségolène Royal dans un livre qui vient de sortir, ou les accusations portées contre Macron. Hélas. Donc on voit bien qu'il y a quand même un deux poids. Je vois qu'il y a un deux poids, deux mesures. Je vois qu'il y a un deux poids, deux mesures et qu'il y a un intérêt dans une chasse à l'homme qui est une chasse à l'homme contre François Fillon et qui épargne tous les autres. Or, je suis désolé, les autres ne sont pas plus vertueux, ils sont peut-être sans doute même moins vertueux que... Je ne suis pas du tout en train de dire qu'elle a un exemple d'absence de vertu comparé à d'autres vertus. Je dis simplement que dans la communication de l'équipe de Fillon, des 48 heures, quand dans le même temps, on dit c'est époustouflant la rapidité avec laquelle la justice se saisit, et c'est donc inacceptable, et on trouve que c'est pas normal, ça va trop vite, et qu'on dit en même temps, nous demandons à être entendus dans les meilleurs délais, on ne peut pas demander d'être entendu rapidement et en même temps regretter que la justice au maximum. Alors, Manon Laporte, je vous laisse la parole, il reste une minute. Allez-y. C'est par souci de transparence, justement, et on peut... Donc c'est bien que ça aille vite. Non, mais c'est pas que ça aille vite, c'est par souci. Il a tellement été humilié, ainsi que son épouse,
qu'il est obligé, par souci de transparence, d'aller donner les preuves lui-même de son innocence. C'est quand même incroyable. Non, mais la justice va vite, la justice va vite pour aller lentement. Vous savez très bien que le temps judiciaire n'est pas le temps médiatique et que cette justice va mettre des mois. Et donc le soupçon va être instigé pendant des mois. Ceci est très pervers. Pour terminer, Jean-Luc Manot, il nous reste moins d'une minute. Est-ce que ça va handicaper sérieusement la campagne de François Fillon? Alors moi je crois que c'est évidemment pas à son avantage, que c'est difficile, mais je ne crois pas que ça le handicape au point d'être sur la question, va-t-il continuer, peut-il continuer? Non, mais même au-delà de ça, mais quand même il reste. Non, mais je suis frappé de voir ça. C'est pas, écoutez, voilà, je vais enfoncer une porte ouverte. Il serait mieux porté s'il n'y avait pas eu ça. C'est difficile. Il y a une révolte d'une partie des parlementaires qui sont les parlementaires sarkozystes, qui sont dans une forme d'hostilité à son égard. Je crains que ça ne crée pas les conditions du rassemblement le plus large dans le camp. Est-ce que ça peut remettre en question sa présence au deuxième tour, par exemple? Je ne le crois pas, honnêtement. Les Français ne votent pas là-dessus? Je pense que les rapports de force les plus lourds ne dépendent pas de ça. En tout cas, on voit bien à qui profite cette affaire-là. C'est naturellement au Front National, qui, lui, voit très exactement se dérouler sous ses yeux et sous nos yeux, ce qu'il dénonce depuis toujours, et singulièrement ce double langage des hommes politiques. Bon, merci beaucoup. On va s'arrêter là parce qu'il est l'heure. Je vous remercie beaucoup d'être venu nous parler de tout cela. Vous avez rendez-vous avec Arlette Chabot tout de suite, qui reçoit Geoffroy Didier, le vice-président de la région Île-de-France, les Républicains, bien entendu. À tout de suite.